Je vous souhaite la bienvenue à l'atelier 4C qui porte sur la co-construction des innovations sociales à l'épreuve de la justice sociale et épistémique. On va avoir une de trois intervenantes. Vous allez avoir chacune 5 minutes, soit pour nous présenter ou pour compléter votre présentation ou votre capsule vidéo. Je rappelle à tous les gens qui nous écoutent de fermer votre micro, ça facilite les discussions, sauf naturellement les personnes qui veulent intervenir. L'atelier va être enregistré et elle va être disponible sur une plateforme, je ne sais pas laquelle, peut-être Humanise, jusqu'au 30 avril. Le fonctionnement nous permet seulement de voir 12 personnes à l'écran. Donc, mais on a de la place encore, là, on est juste 5 présentement. Voilà. La discussion va durer plus ou moins 1 heure et puis est-ce que j'avais d'autres choses? Vous pouvez aussi revoir toutes les présentations et les capsules de préparation aux ateliers sur le site jusqu'au 30 avril aussi. Alors, voilà. Mon nom est Denis Bussière. Je vais me présenter. Je suis agent de recherche aux crises. Et donc, je vais, dans un premier temps, céder la parole à Isabelle et Mathilde pour leur présentation et peut-être un petit mot pour vous présenter personnellement aussi tous les deux. Alors, vous avez 5 minutes. Merci, Denis. Donc, moi, c'est Isabelle Heck. Je travaille à Parole d'Exclus comme chercheur. C'est une organisation de lutte contre la pauvreté. Et je dirige aussi Oups, j'ai un écho. Il y a peut-être quelqu'un qui a son micro ouvert. Continue, Isabelle. Je vais réessayer. Oui, donc là, ça fonctionne. Je dirige l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus, qui est vraiment un dispositif de recherche qui est affilié aux crises et aussi à Montréal-Nord sur le terrain pour vraiment soutenir les démarches. Et on va voir un exemple dans 2 minutes. Donc, je vais laisser Mathilde aussi se présenter. Oui, bonjour Mathilde Manon, je suis donc étudiante au doctorat en études urbaines à l'UQAM et je collabore avec Parole d'Exclus depuis de nombreuses années et depuis 2018, plus spécifiquement avec Isabelle comme agente de recherche sur le projet d'aménagement du Nord-Est. Donc, c'est exactement ce projet qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Vous avez vu la vidéo, donc on va juste sur quelques points qui nous semblent les plus importants. Donc, il s'agit en fait d'un projet qui est partenarial entre l'arrondissement de Montréal-Nord et la table de quartier pour repenser l'aménagement d'un secteur particulièrement défavorisé à Montréal-Nord. Et la démarche se veut apprenante, elle se veut participative, non seulement un partage de pouvoir entre l'arrondissement et la table de quartier, mais aussi il y a une volonté d'impliquer activement les citoyens à différentes étapes du processus. Et c'est aussi un projet qui ne se limite pas juste aux effets urbanistiques, mais c'est un projet qui se veut, en fait, qui veut amener une transformation plus globale, donc qui veut aussi intervenir sur le vivre ensemble et les conditions de vie. Donc, un projet très ambitieux. Donc, l'arrondissement, les porteurs du projet, en fait, l'arrondissement et la table, a invité la recherche à intégrer le projet et là, c'est vraiment dans une posture de recherche engagée. Donc, il s'agit non seulement de documenter et d'évaluer la démarche, mais d'en faire partie. Donc, nous, on a intégré le comité de coordination du projet depuis presque 3 ans maintenant. Donc, on est là pour à la fois documenter l'évolution de ce projet-là. On est là aussi pour offrir de la rétroaction à des moments assez fréquentes. Et en fait, ce qui est particulier dans ce projet, c'est que on est vraiment partie prenante. Donc, si on dit, par exemple, d'après ce qu'on peut voir en ce moment, on est plus dans une approche de consultation plutôt que de co-décision. On expose cet état aux acteurs et eux, ils peuvent prendre une décision pour dire
d'accord, ça nous convient ou non, on a envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, en fait, les chercheurs, nous, on a beaucoup d'expérience aussi dans les processus participatifs, puisqu'on est tous les deux, ont été très impliqués à Parole d'Exclus. Donc, on va contribuer à trouver des solutions aussi d'ajustement. Donc, on est un petit peu dans une dynamique de recherche très positionnée, très engagée, qui, selon nous, favorise non seulement l'intégration des résultats de recherche en transformation concrète, mais qui, étant donné qu'on fait partie un peu du même bateau que les porteurs du projet, on a l'impression que les critiques qu'on peut amener sont aussi relativement bien accueillies. Évidemment, ça demande beaucoup d'investissement. La relation de confiance qu'on a aujourd'hui n'était pas au rendez-vous au début du projet, donc c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et je dirais que la troisième retombée qu'on peut voir dans ce type de recherche-là, en fait, maintenant, il y a un premier grand volet de la recherche qui est terminé. On voit que on est interpellé déjà par plusieurs acteurs en dehors de l'arrondissement, mais même en dehors de la métropole, pour transférer les apprentissages à d'autres municipalités. Donc, c'est un petit peu les différents apports de ce type de recherche que nous avons envie de souligner pour aujourd'hui et de discuter avec vous. Merci. Merci Isabelle. Mathilde, il nous reste 30 secondes. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Ça va? OK. Merci. Alors, nous allons passer à Sonia. Tu as présenté Sonia, peut-être présenter Marley, qui est malheureusement pas avec nous, et présenter les grands axes de votre recherche. Oui, merci beaucoup, Denis. Et bonjour tout le monde. Je suis Sonia Taylor-Rosas. Je suis professeure en entreprise sociale et collective à l'UQAM, à l'École des sciences de la gestion. Et on travaille depuis longtemps avec Marley Possebon et Isabelle Lec. Et ce qu'on présente aujourd'hui dans les colloques de crise, c'est une recherche en cours, en fait. C'est un projet CRSH qui, juste pour vous présenter, Marley Possebon, vous le présenter qui n'est pas là, il a des problèmes d'Internet et le Brésil et son Internet ne fonctionne pas. Donc, elle est avec nous en pensée. Et bon, Isabelle, vous la connaissez bien. Et sous la recherche, et c'est une recherche qui part du constat et d'une expérience, en fait, du constat que plusieurs des organisations, organismes avec lesquels on travaille, ici au Québec, au Pérou et au Brésil, ils essayent, ils luttent contre, ils développent des méthodologies, en fait, pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant avec ces organismes, ces organisations, ça fait longtemps, on voit que les moyens utilisés sont très différents. Donc, on a décidé de se dire, ils font des méthodologies qui sont bien ancrées, bien enracinées. Donc, comment les faire discuter ensemble? Et c'est là que le projet est parti. Pour l'encadrer, on utilise un cadre qui nous inspire, c'est un cadre qui vient du Sud et il s'appelle les technologies sociales, un cadre que c'est Marley qui nous a présenté et que tranquillement on s'est approprié et on les mobilise actuellement. Et on essaye de voir comment ce cadre qui y est développé sur trois principes. Un, c'est un cadre qui a une posture décoloniale, un cadre qui remet en question l'hégémonie des technologies et des formes d'organisation occidentaux comme étant universelles. Le deuxième principe, c'est un cadre à travers lequel on valorise les connaissances et les ressources locales. Il y a un troisième qui est intéressant et c'est en lien avec les noms. C'est un cadre qui souligne la technologie, la fonction de la technologie, mais technologie dans un sens large. Et technologie hard, donc vraiment les machines, mais technologie aussi dans les sens immatériels, donc par exemple des méthodologies. Donc c'est un cadre qui nous semble pertinent pour le cadre de cette recherche. Et comment on le fait? On a décidé, comme je disais, de travailler avec des organisations qu'on connaît déjà, avec lesquelles on a des liens, en utilisant ces cadres dans trois pays différents, mais
on a besoin d'opérationnaliser les cadres. Et c'est ça que je vais présenter dans les minutes qui suivent. Je vais partager mon écran ici pour vous montrer. Partage écran. Vous pouvez aller sur les petits points que vous avez sur l'image qui vient d'apparaître pour les voir en grand sur votre écran. C'est juste pour vous montrer comment on opérationnalise les cadres. Pour l'opérationnalisation, on considère les activités, des activités dans le sens des actions des acteurs locaux et non locaux avec ces cadres d'interprétation, puis toutes les ressources matérielles et immatérielles. L'imbrication de tout cela, on l'appelle activité. Les activités récurrentes amènent à des pratiques qui sont les principes clés, sont les piliers des méthodologies des technologies sociales, mais c'est juste l'imbrication de ces principes qui nous amène ou qui pourrait amener à une transformation, à des patterns, à des trajectoires de transformation. Des transformations socio-techniques où on change aussi, on peut changer, on peut affecter les cadres d'interprétation. Et juste pour vous donner un exemple de l'application, c'est ça le premier exercice qu'on a fait. Ça, on l'a fait pour paroles d'exclus, la technologie sociale des paroles d'exclus. On a identifié des activités, donc des actions, les acteurs qui qui font partie et les ressources. Comment ces activités, l'interaction de ces actions amène à des pratiques, donc identifier les pratiques clés qui peuvent amener à certaines transformations. Donc ça, c'est l'application du cadre. Qu'est-ce qu'on veut faire? On aimerait bien faire les mêmes exercices. Ça, c'est un cadre et je vous dis, on a déjà fait une publication, mais on continue à les revoir, on continue à les construire et c'est ça qu'on veut faire avec les autres organisations aussi. Être capable d'utiliser cette opérationnalisation pour systématiser ce qu'ils font dans la forme de technologie sociale. Et ce que c'est important, je pense aussi, je vais arrêter les partages, ce que c'est important, c'est dans la recherche, on veut créer un lien, un pont, une discussion entre ces organisations de différents pays pour avoir un espace aussi pas de transfert, ou transfert entre guillemets, des espaces de réappropriation. Quels sont les principes, quelles sont même les méthodologies qui pourraient être réappliquées ailleurs dans des contextes selon les problématiques de ces contextes. Donc ça, c'est en gros la recherche qu'on fait actuellement. Et pour les processus, on essaye de les faire avec les organisations. Donc c'est là avec ces contraintes parce qu'on est dans des 3 langues différentes, donc en français, espagnol et portugais. Donc on essaye d'établir les liens et du point de vue pratique, on travaille d'abord avec des organisations individuellement. On a trouvé déjà des moments d'échange. On va voir un moment d'échange la semaine prochaine entre des organisations brésiliennes, les péruviennes et Paroles d'exclus pour justement utiliser ces cadres, mais l'utiliser avec les organisations qui travaillent avec nous. Donc, voilà pour compléter ce qui a été fait dans les vidéos et partager avec vous notre recherche. Merci. Merci, Sonia. Alors, je cède tout de suite la parole à Mathilde Manon. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre présence et merci d'avoir au colloque du CRIS pour l'organisation, à toute l'équipe du colloque pour l'organisation du colloque. Moi, dans ma présentation, je ne vais pas partager d'écran, donc je vais simplement parler. Si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée, je me suis attardée à présenter un cadre conceptuel qui permet d'observer, analyser la contribution des savoirs des personnes immigrantes dans les processus de croisement des savoirs. Donc, en fait, sur le plan théorique, je suis partie de aussi un peu les théories décoloniales qui conçoivent les savoirs locaux, les savoirs des personnes dominées et aussi les personnes, par exemple les personnes autochtones, mais aussi les personnes immigrantes, les femmes, etc., comme étant
comme ayant un potentiel pour contribuer à l'avènement d'un modèle de société plus inclusif et qui viendrait contrer le modèle capitaliste. Donc, et ensuite de ça, pour aller vers l'observation plus, disons, sur le terrain, je me suis intéressée au concept de savoir citoyen, parce que le savoir citoyen, dans les processus de croisement des savoirs, est vraiment conçu comme étant la base des expérimentations sociales, parce qu'ils permettent de saisir les besoins réels des citoyens, puis de construire à partir de ces besoins, de ces expériences vécues, des réponses à leurs besoins et à leurs aspirations. Une typologie qui m'a paru intéressante, c'était la typologie de Héloïse Ney, parce qu'elle révèle la diversité des expériences que les citoyens peuvent avoir et sur lesquelles on peut bâtir des expérimentations sociales, donc à la fois des expériences vécues, mais aussi des expériences issues des expériences professionnelles et aussi des expériences issues de l'engagement militant des personnes, des citoyens qui s'impliquent dans les processus de co-construction des savoirs et les processus participatifs au sens plus large. Mais Héloïse Ney elle-même, elle identifie le fait que quand on parle de savoir citoyen, on ne peut pas identifier des spécificités liées à certains groupes de population qui sont plus marginalisés, qui sont plus isolés des processus participatifs, et donc notamment les personnes immigrantes. Et donc, en fait, pour identifier quel est l'apport possible des personnes immigrantes, j'ai présenté une petite étude que j'ai réalisée à partir d'un projet de restaurant traiteur interculturel à Paris, à travers lequel on voit vraiment le potentiel des savoirs de femmes immigrantes, en particulier des femmes immigrantes dans ce contexte-là, issues d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne francophone, pour développer une initiative très créative et aussi très inclusive qui montre un modèle en fait, qui s'insère en fait, dans le modèle de l'économie sociale, et qui vient valoriser, en fait, s'appuyer sur la valorisation des savoirs de ces femmes, les savoirs traditionnels en particulier, puisqu'on parle de leur savoir culinaire, pour répondre à leurs besoins, mais aussi pour créer en fait, une vraie initiative de développement local et créer en fait, une solidarité dans la collectivité. Donc, c'était grâce à ces savoirs importés qui ont connu une nouvelle valorisation, qui sont sortis du cadre privé, sortis du cadre intime, qui sont devenus vraiment des outils économiques que les femmes immigrantes ont réussi à répondre à leurs besoins, à leurs aspirations, avec l'appui de chercheurs et d'organismes communautaires de leur quartier. Et en fait, pour conclure et terminer et aussi ouvrir la discussion, la question que je me pose à la suite de cette analyse-là, c'est comment faire pour aller observer d'autres formes de savoir immigrants, disons, importés. Donc, les savoirs issus de la culture des personnes immigrantes, les savoirs aussi qu'ils ont pu acquérir à travers leur trajectoire d'immigration. C'est encore la question que je me pose aujourd'hui dans mon processus doctoral. Merci à vous. Merci à vous trois de cette mise au jeu. Alors, on peut passer maintenant à la période d'échange, de questions. Pour poser vos questions, pour donner des remarques, deux façons de fonctionner. La plus simple, c'est peut-être les personnes qui ne sont pas à l'écran d'ouvrir votre caméra, comme ça on va vous voir et vous pourrez poser votre question. Ou sinon, vous pouvez passer par le chat. On va surveiller le chat et donc je pourrai relayer moi-même les questions. Alors, à vous la parole. Oui, OC. Oui, bonjour, Ophélie Cousper. Donc, je m'excuse, je ne pourrais pas ouvrir ma caméra. J'ai eu toute la difficulté du monde depuis 2 jours de gérer ça. J'ai abandonné. On vous entend très bien. Bon, parfait.
j'essaye de pas trop gesticuler pour pas que vous ayez trop d'écho. En fait, je me questionne beaucoup sur la question de la co-construction des savoirs, comme vous le nommez, en lien avec la question de la légitimité de la parole de certains acteurs autour de la table. Et on en parlait justement dans un autre atelier hier. Comment on légitime en fait l'expertise et la connaissance de chacun des acteurs autour de la table de façon horizontale, de la même manière. Et est-ce que vous avez mis en place peut-être des espaces pour outiller peut-être des citoyens, vous l'avez nommé un peu plus marginalisés, là, qui ont peu l'habitude de prendre place et part à ces discussions-là, et comment justement ça transforme pas simplement une consultation, mais que dans la réalité, ils soient vraiment partie prenante donc de la co-construction à la fois des savoirs, mais donc dans une perspective aussi de mise en place de projets, etc. Donc, comment tout au long du processus, ils sont là, et c'est quoi les mécanismes que vous avez mis en place, s'il y en a, pour assurer qu'ils soient là du début à la fin, en fait, des projets, dans une perspective d'émancipation, je dirais, d'empowerment des individus aussi et de la collectivité en général. Alors, je vois que Isabelle et Sonia désiraient répondre. Alors, je ne sais pas laquelle des deux qui veut commencer. Vas-y, Sonia. En fait, moi, je trouve extrêmement intéressant. Je pense qu'Isabelle a beaucoup plus à dire que moi avec Parole d'exclus, justement, et toutes les pratiques qui, vous savez, avec même la recherche dans l'organisation, dans les cas précis de la recherche qu'on présente aujourd'hui avec Marley et Isabelle, il a une interface, il faut dire, parce qu'on travaille avec des organisations. Ça, c'est important à dire aussi, là. Je pense que c'est différent que travailler directement avec des citoyens. Donc, il a déjà un filtre organisationnel, mais même là, c'est intéressant. Dans certains cas, je pense que ici, de plus en plus, et je vois aussi au Brésil, il a beaucoup plus de pratiques de travailler avec les milieux universitaires, et c'est pas le cas du Pérou. Donc, c'est pas les citoyens directement, mais même l'organisation, il a encore cette affaire de les, les acteurs de l'académie, nous, qui arrivent, et je pense, nous, on est au début du processus, au processus, moi, avec les organisations péruviennes. Je pense que c'est un mécanisme à travailler, comme on laissait vraiment la place pour s'épanouir dans la recherche. Et nous aussi, là, on essaye dans nos pratiques de recherche que cette horizontalité soit réelle, mais il faut nous encore travailler avec certains organismes pour qu'ils participent vraiment, pour que leur voix soit, ça va être entendu, mais qui s'approprie de la recherche. Mais pour des pratiques citoyennes, je laisserai plutôt Isabelle nous raconter son expérience. Oui, je vais peut-être répondre à deux niveaux. D'abord, au niveau de la légitimité des savoirs, et j'ai envie de répondre en fait la légitimité des savoirs des acteurs aussi communautaires et institutionnels, parce que ça a été quand même une grande question dans ce projet d'aménagement. Qui sont les acteurs qui devraient siéger au comité de coordination où se prennent quand même beaucoup de décisions? Et en fait, les acteurs ont été choisis en fonction de certaines expertises, et on a pris beaucoup de temps au début du projet pour élaborer une entente partenariale où chaque acteur qui siège au comité nomme les contributions qu'il souhaite faire et les contributions pour lesquelles il souhaite être reconnu. Donc, chaque acteur nomme vraiment les expertises pour lesquelles il s'est engagé dans le projet. Puis je pense que ça a été un élément qui favorise beaucoup la reconnaissance des différents acteurs. Je pense que ça a beaucoup aidé. Par contre, on n'est pas, je pense que la co-construction, de façon théorique, on vise une égalité des pouvoirs, on vise une égalité des contributions, et ça, je pense que c'est une illusion qu'il faut perdre assez rapidement dans les projets concrets, parce que ce n'est pas la réalité, et ça ne peut pas être la réalité, à mon avis. Un acteur institutionnel
n'a pas du tout les mêmes ressources, n'a pas les mêmes responsabilités non plus dans le projet que des acteurs communautaires et encore moins que les citoyens. Donc ça, c'est quelque chose que les acteurs du projet ont appris à accepter et c'est à partir de cette situation qu'on essaie de faire le mieux et qu'on essaie d'aller le plus loin dans la codécision. Mais on est conscient des inégalités, puis ces inégalités font partie du processus. Au niveau des acteurs citoyens, oui, c'est effectivement extrêmement difficile. Donc, si on va avec les méthodes traditionnelles d'inviter les gens à des consultations ou à des assemblées, évidemment, les personnes les plus exclues ou qui n'ont pas l'habitude de participer à ce type de processus ne viendront pas. Donc, c'est clair qu'à Parole d'exclus, on a développé beaucoup de méthodes vraiment pour rejoindre les personnes éloignées de ces processus-là. Je pourrais en parler longuement, mais si je regarde comment ça peut se traduire dans un projet qui est porté par un collectif plus large et dont l'arrondissement a quand même une responsabilité importante, on a essayé de faire beaucoup d'exercices où on va à la rencontre des gens. Donc, au départ, c'était des assemblées où justement il y a une certaine limite en termes de diversité, de participation. Et une fois ce constat-là fait, on a déployé pas mal de ressources pour rencontrer les gens dans la rue. Et moi, je dirais que dans le processus, il n'y a pas une participation constante des mêmes citoyens parce que le projet est un projet qui s'étale sur 10 ans et on a choisi d'écouter les intérêts de participation des personnes. Donc, si quelqu'un veut s'impliquer de façon très ponctuelle, bah, ça va. On a aussi un comité citoyen pour une implication à plus long terme, mais je pense qu'on est très souple et on est surtout à l'écoute des désirs et d'intérêts d'implication des citoyens. Puis je pense que c'est une façon qui est porteuse pour lutter contre la justice, les injustices épistémiques, je pense. Denis, si je peux ajouter quelque chose. Vas-y, Sonia, oui. Pendant la réponse d'Isabelle, je continue à réfléchir aussi au cadre de la recherche qu'on fait et avec les organisations. Quelque chose d'important aussi, une dimension de cette recherche, dans ces partages qu'on essaie, de ces ponts qu'on essaye de construire, c'est justement comment des organisations, il faut apprendre d'autres. Je pense notamment à une organisation brésilienne avec laquelle on va travailler, c'est Polos, qui mobilise la pédagogie de l'opprimé, de Freire. Donc, ça, c'est super intéressant parce que ça va être un apprentissage, je pense, pour nous et un apprentissage pour les autres organisations qui travaillent avec des gens qui sont vraiment à la marge des exclus. Donc, les processus en soi, les processus de recherche, je pense, c'est un milieu aussi, un espace, un temps pour apprendre comment les autres le font et, bon, et pouvoir essayer de l'appliquer aussi. Merci, Denis. Merci, Sonia. Alors, sur le chat, je n'ai pas d'autres interventions. Oui, Paul-André, c'est ça? À vous. En ouvrant votre micro. Je l'ouvre, là. OK. Bonjour. Écoutez, j'ai peut-être du rattrapage à faire parce que je me rappelle dans une réunion précédente, j'avais réagi un peu fortement à cette co-construction des connaissances. À l'époque, c'est surtout co-construction des connaissances et co-construction des innovations. Moi, je pense que ça mérite d'être cadré parce que, pour reprendre un peu l'intervention que j'avais faite, je m'étais fait qualifier de bordiusien par mon directeur, le directeur du centre. Et oui, je suis en fait bordiusien, mais ça me rappelle un débat entre Nancy Fraser et Axel Honneth sur une question épistémologique qui est centrale. Et donc, comment on construit un savoir sur certaines situations. Axel Honneth soutenait, et soutient encore aujourd'hui, une approche plus individuelle. Chaque personne individuellement est capable de rendre, enfin de rendre visible, enfin de manifester son expérience vécue. Et c'est donc au niveau des personnes qu'il faut s'intéresser.
Alors que Nancy Fraser disait non, c'est pas au niveau des personnes parce que les personnes peuvent être influencées de différentes façons. Les personnes ne sont pas comment dire, vierges au niveau politique, au niveau des influences qu'ils reçoivent de la société à laquelle ils appartiennent. Et donc, leur manière de voir est nécessairement biaisée. Et il faut plutôt s'intéresser aux groupes sociaux qui les représentent, aux mouvements sociaux qui les représentent. Et c'est tout à fait majeur. Et insérer les mouvements sociaux et dans les rapports sociaux, on a vu la conférence de Nancy Fraser hier, elle insiste encore énormément là-dessus. Donc, il faut les insérer dans le capitalisme et dans les différentes contradictions structurelles du capitalisme. Et ça, c'est également majeur parce que ça dépend de la position que tu occupes dans les rapports sociaux. Et moi, j'aime bien une phrase de Bourdieu, il faut toujours rapporter les positions, les prises de position aux positions d'où elles sont prises. Et moi, qui ai une longue expérience de recherche et d'enquête terrain dans les usines, quand vous interrogez un patron ou un superviseur et quand vous interrogez les salariés, ils n'ont pas vraiment le même point de vue. Ça prend un cadrage des rapports sociaux pour être capable de dire, ben oui, je comprends la position de l'employeur. Lui, sa perspective, c'est de faire des profits, c'est etc. Alors que la position des salariés ou des syndicalistes, ben, c'est de représenter les salariés, défendre les conditions de travail. Et sur un enjeu majeur, ils auront des positions différentes, très nettes. Et quand on descend au niveau des salariés, ben les salariés, si on s'intéresse à un individu en particulier, ben lui, il y a des tensions dans sa vie personnelle. Est-ce que je vais perdre mon emploi si je tiens tel discours, je suis préoccupé par quoi, je suis vraiment dans une situation précaire, fragile et j'ai vraiment pas intérêt à m'opposer à l'employeur. Et donc, le discours qu'il va tenir sera à la fois un discours stratégique et sera à la fois un discours biaisé parce que peut-être qu'il a intériorisé le discours de l'employeur, etc. Et nous, dans ces recherches, on choisissait toujours des porte-paroles, des porte-paroles représentatifs. On ne s'adressait pas à un salarié en particulier, mais avec la direction ou avec le syndicat, la plupart du temps, on demandait identifiez-nous des gens qui peuvent parler au nom de leurs collègues pour nous présenter un peu la réalité. Et déjà là, avec le porte-parole, c'est quelqu'un qui est capable de parler pour les autres et donc un peu de les représenter. Déjà, tu neutralises l'effet des vécus strictement individuels. On n'est pas intéressé par le vécu d'une personne. On est intéressé par le vécu des personnes dans telle position à l'intérieur de la société ou à l'intérieur d'une structure de rapport donné. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, travailler avec les mouvements sociaux, Sonia disait qu'elle travaillait avec les organisations. Ben, les représentants des organisations ont fait une analyse de la situation, on réfléchit, on a une activité réflexive qui est beaucoup plus, on pourrait dire, peut-être, oui, bien sûr, liée à la position qu'ils occupent, mais ils sont capables d'objectiver d'une certaine manière leur subjectivité, si on peut dire. Et c'est un débat épistémologique qui est tout à fait majeur. C'est pour ça que moi, je me méfie, parce que c'est les approches dominantes. Demandez aux gens dans la rue ce qu'ils pensent de la domination ou est-ce qu'ils sont satisfaits? La majorité. Faites une enquête en milieu de travail, et c'est la tarte à la crème dans les recherches au milieu de travail. Faites une enquête au niveau du taux de satisfaction au milieu de travail. On a toujours des résultats de 80-85%, c'est extraordinaire, de gens qui sont satisfaits de leur travail. Et sur cette base-là, souvent on peut dire, ben tout va bien au milieu de travail, alors qu'en réalité, on ne peut pas fonctionner de cette manière. Les gens répondent à ce type d'enquête ou à ce type d'entrevue en ayant à la fois des intérêts stratégiques et personne n'est vraiment veut pas dire qu'il fait un travail de merde et d'un sale boulot. Il va au contraire, parce que s'il fait ce travail-là, ça veut dire qu'il s'identifie un peu à ce travail. Donc, il va dire qu'il est satisfait de son travail parce que son travail est intéressant et que lui-même, il est une personne intéressante. Hein, c'est un b.a.-ba des enquêtes en milieu de travail, ce qu'on appelle l'effet Atom. Mais tout ça pour dire, moi, je me méfie des enquêtes au niveau individuel. Et dans la présentation sur laquelle j'avais réagi, c'était particulièrement une collègue qui était en psychologie et qui disait qu'elle interviewait les individus et c'était les personnes individuelles qui devaient faire partie de son projet de recherche et donc la co-construction des savoirs se faisait avec cette personne, avec des personnes individuelles. Et je connais pas l'expérience de
de Mathilde vraiment, mais je veux dire, ça dépend aussi sur quels objets on travaille. Si on travaille sur des savoirs culinaires, ben, c'est très différent que de travailler sur les rapports sociaux d'exploitation ou de domination. On demande aux gens, si on est dans une perspective de justice sociale, on va se préoccuper des groupes dominés, des groupes d'exclus et comment ils vivent leur situation. Et il y a un écart, il faut distinguer si ce sont des individus ou des organisations. D'où parle-t-il? Ça m'apparaît majeur. Et donc, à cet égard, je pense oui, on peut s'intéresser à la justice épistémique. Et quand on s'intéresse dans la perspective de Paulo Freire, c'est la psychologie des dominés, enfin, la pédagogie des opprimés. Donc, il parle vraiment de groupes opprimés et comment comprendre leur situation d'oppression. Et donc, à ce moment-là, il y a un travail entre le pédagogue et l'opprimé pour essayer de comprendre davantage leur situation. Et donc là, on peut dire que co-construction des connaissances et enfin, voilà. Je vais peut-être à me racheter sur cette question. Pour m'exprimer plus largement. Être moins émotif comme je l'avais été la première fois, quoi. Merci. Sonia, je pense que tu voudrais répondre. Oui, en fait, répondre, juste réagir, je suis tout à fait d'accord avec Paul-André. Ça dépend beaucoup de la recherche. Donc, dans le cadre concret de l'opérationnalisation qu'on essaye de faire, là, de cette abstraction, là, la notion de technologie sociale, comment on l'opérationnalise, on pense à des acteurs, des groupes d'acteurs, là, c'est pas des acteurs individuels dans ces cas, et les cadres d'interprétation. Donc ça, c'est, comme tu dis, c'est vraiment des groupes. Mais je pense aussi à d'autres recherches. J'ai vu tout à l'heure Jacques Réaume, je pense qu'il est encore là. Et on a fait une recherche avec Jacques, et il est là, avec Jacques et Valérie Michaud, et avec une entreprise d'insertion. Et dans ces cas, on essayait de sortir du cadre qui est très à la mode, cet aspect des les impacts sociaux des organisations de l'économie sociale. Et pour ce faire, on a décidé d'aller vers des expériences individuelles. Mais c'est un autre type de recherche. On a fait la trajectoire de vie de certains stagiaires qui sont passés par l'entreprise d'insertion depuis le début des années 80. On les a suivis et on essayé d'avoir un premier aperçu, je dirais, de ces expériences et l'effet sur la vie de ces personnes. Donc, juste pour dire que les niveaux dans ces cas, c'était totalement différent. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'il faut bien penser au niveau indépendant de ce qu'on cherche et de la recherche qu'on fait. Est-ce que Isabelle Oui. ou Mathilde voulaient intervenir? Vas-y, Mathilde. Oui, Jacques. je pourrais intervenir. En fait, je trouve ça intéressant de poser la question de sur quel savoir exactement on travaille. Je travaille pas spécifiquement sur les savoirs culinaires. En fait, l'exemple des savoirs culinaires, c'est simplement pour montrer comment certains savoirs qui ne sont pas valorisés dans le domaine public, qui ne sont pas valorisés sur le plan économique nécessairement. Donc là, en l'occurrence, le savoir de femmes immigrantes, qui sont des savoirs, donc les savoirs culinaires cantonnés à la sphère privée peuvent être valorisés pour développer une initiative d'économie sociale, d'économie solidaire qui répond aux besoins de ces femmes et qui vient aussi proposer un modèle, disons un contre-modèle pour développer, là c'est une coopérative, etc. Donc il y a comment certains savoirs peuvent contribuer à ce modèle de développement. Mais pour ce qui est de la question de l'individu versus le groupe, je pense qu'il y a tout est dans l'idée de croiser. Hein. On parle quand même de croisement des savoirs, donc de croiser des savoirs issus d'expériences vécues, avec toute la diversité de ces expériences-là, comme j'ai pu le montrer, mais aussi des savoirs venant des intervenants qui, eux, viennent avec une vision plus globale de l'ensemble des préoccupations qui peuvent et des enjeux qui peuvent se jouer sur le territoire, et des savoirs des chercheurs avec ce regard justement sur l'enjeu systémique et tout ça. Et tout le
comment dire, la stratégie, le doigté, c'est de réussir à, en croisant ces savoirs-là, avoir une vision plus systémique et globale des enjeux. Mais simplement, moi, je pense quand même que la base, l'expérience vécue comme étant une base pour comprendre ces enjeux-là est quand même fondamentale, d'autant qu'on ne peut pas dire que les intervenants ou même les chercheurs ne sont pas biaisés ou ne sont pas… Nous aussi, on arrive avec une grille d'analyse, avec une vision des choses, qu'elle soit bourdieusienne ou autre, et donc on ne peut pas partir du principe qu'il y a une neutralité d'un bord, puis des regards biaisés de l'autre. Je ne le pense pas. Et je voudrais juste parler aussi de la question de la légitimité, parce que il y avait un commentaire dans le chat sur la question de la représentativité des personnes qui vont participer, des citoyens qui vont participer aux activités participatives. Et ça, c'est un élément qu'on a rencontré dans le projet d'aménagement du Nord-Est, où effectivement, on avait un groupe de citoyens au départ très, très investis, présents dans beaucoup de consultations citoyennes, avec un discours qui était le leur, mais on a noté, et à travers justement un diagnostic qui a été posé par des chercheurs et en collaboration avec des intervenants communautaires, qu'il y avait quand même des segments de la population, disons, qui n'étaient pas représentés dans ces positionnements-là. Et donc là, justement, le chercheur, enfin, le regard chercheur et intervenant a permis d'aller collecter des données, des informations auprès de certains segments de la population qui n'étaient pas représentés dans les activités participatives conventionnelles, disons. Donc, on parle là ici à Montréal-Nord des jeunes, des femmes, des mères monoparentales, des jeunes femmes aussi. Donc, toute une partie de la population où, effectivement, il y avait cet enjeu de légitimité, représentativité auquel à apporter une solution. Merci. J'avais Jacques Réaume qui voulait intervenir en ouvrant votre micro. Oui. Oui, bien, c'est très intéressant. J'adore ce genre de réflexion. Bon, j'étais, moi, responsable pendant des années de directeur scientifique dans un CLSC devenu C3S, devenu CIUS, à n'en perdre de vue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et j'ai participé aussi il y a plusieurs expériences. Deux petites remarques. J'ai beaucoup aimé la référence à Fréré. Pour moi, Fréré est un référent très intéressant sur la notion de dialogue, entre autres. Et moi, l'appellation co-construction des savoirs, je préfère l'appellation échange de savoir et savoir au pluriel. Ça ne veut pas de construire un savoir. Il faut que le savoir, par exemple, qu'on appelle le sens commun ou le savoir de l'expérience, soit enrichi par la confrontation à d'autres types de savoirs qui sont ceux, par exemple, de la recherche ou de la science, et à d'autres types de savoirs aussi qui sont parfois des savoirs spirituels. Vous travaillez avec des immigrants. Si je ne comprends pas les référents parfois non dits, mais extrêmement importants des gens, ben, il y a un dialogue de sourds, comme on dit. Il y a des référents qui me manquent. Alors, il faut que je puisse, dans des mises en situation de parole, pouvoir être très, très sensible à cette variété des savoirs, d'une part. D'autre part, c'est sur le plan organisationnel maintenant. Et là, je trouve que Crise est un exemple intéressant. C'est comment créer des formes, des lieux et des espaces pour favoriser l'interaction de ces porteurs de savoir. Et ça veut dire des chercheurs, des praticiens, des gestionnaires, mais aussi des politiques et la population. Alors, toute mon expérience, moi, depuis plusieurs années, parce que j'ai vieilli un peu, je trouve que vraiment la partie difficile, c'est d'intégrer le citoyen, je dirais, ordinaire, celui qui n'a pas de statut comme gestionnaire ou comme chercheur ou comme quoi que ce soit, et avoir quand même une sensibilité qui fait qu'on peut de plus en plus l'intégrer. Je pense que parole d'actu là-dessus, l'expérience, où j'étais là au tout début avec M. Rodriguez, dans les premiers contacts, et je trouve qu'il y a toute une expérience là qui est formidable. Mais on voit la difficulté aussi de comment maintenir dans le temps, dans la durée. Et je dirais que c'est non seulement échange de savoir, mais échange de pratique. Il faut que… Fréré avait une formule que je trouvais extraordinaire pour montrer des rapports entre chercheurs et citoyens. Il disait,
quand au terme d'une prise de parole, d'une discussion, d'un débat, une seule partie a changé son savoir, c'est un échec total, il n'y a pas eu échange, il n'y a pas eu dialogue. Il faut que les parties changent dans leur façon de comprendre. On apprend tous l'un de l'autre parce que les savoirs sont différents, mais que les pratiques sont différentes. Il faut donc aussi changer les pratiques, faire de la recherche autrement, faire de la politique autrement et faire aussi de l'organisation autrement. Et ça, c'est avec du partenariat au sens fort, pas au sens purement formel. Et comment, moi, j'ai vécu dramatiquement le passage du CLSC au CIUS. Je trouve ça assez terrible. Parce que de plus en plus, la bureaucratie l'a emporté d'une façon totale sur le... Il y a eu une création, une perte extraordinaire de proximité dans les interactions entre praticiens, chercheurs, population, que je regrette encore parce que je continue à collaborer avec Sherpa à des trucs qui se passent, mais on sent bien que la structure est d'une lourdeur telle qu'on s'y perd, quoi. Voilà, un commentaire un peu pour alimenter. Je pense que M. Réaume, on vous montre, en tout cas moi, il y a une partie de votre intervention qui ne se rend pas jusqu'à nous. Ah, c'est possible, j'ai un appareil qui est très limité. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez terminé? Oui, oui, il a remercié. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. D'autres interventions? J'en ai pas dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Sinon, l'animateur va être obligé de poser une question. C'est pas son rôle. Oui, SB, je ne sais pas c'est qui. Siam Baghdadi. Allez-y. Vous pouvez poser votre question, Siam. En ouvrant votre micro. Siam, est-ce que vous m'entendez? Bon. D'autres interventions? Et vous pourrez revenir ou l'inscrire dans le chat, comme vous voulez. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais y aller avec une question à Isabelle et à Mathilde. Bon, les trois présentations étaient fort intéressantes. Comme j'ai souligné à Sonia, la leur était un peu courte. Elle nous privait de plaisir de les entendre encore plus. Mais j'ai une question qui porte sur, si je me souviens bien, c'est le tableau 4 de votre présentation. Et dans cette, où on saisit un peu le rôle que la recherche a joué dans le processus de consultation, à peu près, là, si vous vous souvenez. Et dans le fond, ce que je sens, mais peut-être que je me trompe, le rôle de la recherche, ça a été aussi, d'une certaine façon, de porter un jugement sur le processus qui était en cours. Par exemple, vous parlez que vous avez souligné qu'il fallait diversifier, élargir la participation. Parfois, il fallait équilibrer les pouvoirs. Il y avait des adaptations à mettre en place. Et je me disais, premièrement, ça suppose une certaine vision de ce qui est la justice sociale et épistémique. Et je me demandais aussi s'il n'y avait pas au-dessous, en dessous, à côté, un espèce de cadre normatif aussi qui permettait aux chercheurs de juger un peu du fonctionnement de la recherche en tant que telle. Et si, parce que je ne vois pas comment on peut porter un regard si on n'a pas déjà un cadre normatif qui nous permet de dire, ben là, il faut améliorer telle chose, il faut changer telle chose, il faut pousser vers plus cette dimension-là. Donc, est-ce qu'il y avait ce cadre normatif? Et si oui, est-ce qu'il était explicite ou il était seulement dans vos têtes, là? En fait, il y avait au départ un cadre que les porteurs du projet se sont donnés, donc certains principes
justement en termes de diversité de la participation citoyenne, en termes de gouvernance, de participation aux prises de décision. Donc, c'est un peu ça, un de nos cadres qui était clair. C'est par rapport à ça qu'on a émis des constats. On a fait une quinzaine d'entrevues avec des acteurs impliqués et aussi éloignés du processus pour récolter leur regard sur le projet et la nature participative. Donc, en fait, ce qu'on a fait, plutôt que de juger le processus, on a ramené les différentes voix et regards sur le projet devant les porteurs pour... et je pense que la recherche avait cette légitimité-là dans ce processus-là, parce que certaines voix plus critiques qui ne participaient pas trop aux instances nous faisaient part de leurs commentaires, et nous, on avait la possibilité de les amener autour de la table pour que les porteurs prennent des décisions. Donc, on n'était pas dans un jugement, on était plutôt en train d'amener des constats qui ont été faits par différentes personnes pour que les porteurs prennent les décisions. Et les critiques venaient aussi de l'intérieur. Donc, je pense que c'est pas comme ça qu'on a été perçus. Et on s'est servi aussi de différentes grilles comme les échelles de participation qui étaient aussi déjà dans le projet avant notre arrivée. Donc, c'est sur ce type de repères là qu'on s'est basé pour émettre les constats. D'accord, merci. Siam, est-ce que vous voulez poser votre question? Je vois la main levée sur le chat. Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? Comme ça me permettrait de le communiquer aux autres. Denis, en attendant, Siam, j'ai une question pour Isabelle à partir du commentaire de Jacques. Merci Jacques, je trouvais tes commentaires super intéressants en fait. C'est croisement des savoirs et apprendre, comment ça change chez les autres. Et là, justement, les commentaires qui Jacques fait, cette mobilisation citoyenne, je te pose la question à toi parce que tu es là-dedans. Et comment tu vois, d'abord, je me demandais, dans un projet comme celui-là, où l'arrondissement, donc des décideurs politiques sont présents, et les citoyens, les rapports de pouvoir, d'abord, c'est juste peut-être je sais pas si c'est réel. Est-ce qu'il a une ouverture chez les décideurs politiques pour travailler des projets partagés et chez les citoyens? Et comme on disait, Jacques, est-ce que tu sens une difficulté pour aller les mobiliser? Comment tu les vois dans la pratique? Alors, bon, je dirais que le processus participatif pour décider des priorités, décider des orientations de ce plan, s'est étalé sur beaucoup de temps. Et ça, c'est sûr que ça a été un obstacle majeur pour susciter l'intérêt des citoyens. Au niveau de la volonté politique, c'est très, très clair. La directrice de l'arrondissement, elle a dit, ce n'est pas à mes employés de rêver le futur de ce quartier-là, c'est les citoyens qui doivent décider qu'est-ce qu'il faut faire dans ce quartier. Donc là, la posture est très, très claire. Et puisque ça vient de la haute direction, c'est sûr que ça a un impact important sur le reste, sur les cadres et les professionnels de haut niveau. Après, en fait, à Montréal-Nord, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'études. Les gens étaient sollicités plus d'une fois pour dire qu'est-ce qu'ils veulent dans ce quartier-là. Donc, on a senti qu'il y avait un certain essoufflement de la part de beaucoup de citoyens pour encore se ressolliciter. Donc là, on a décidé pour cette phase-ci de travailler ce qu'on a appelé un peu une co-construction en différé. Donc, on a pris les études ethnographiques sur les besoins et aspirations des citoyens de ce quartier qui ont été faites. On a pris l'ensemble des études, des consultations
qui ont été faites pour déjà identifier un peu c'est quoi les priorités qui ont été dégagées dans d'autres exercices. Et on les a transposées à ce projet-là et on a ensuite validé ces constats-là avec les citoyens. Et comme Mathilde a dit, là, on a identifié que, par exemple, les jeunes femmes ont moins participé à ces exercices précédents. On est allé chercher leur regard pour pouvoir les intégrer aussi. Donc, à ce niveau-là, il y a moins d'intérêt. Donc, les citoyens qu'on a interviewés, c'est clair que ce qu'eux, ils veulent, c'est de ne pas nécessairement s'asseoir autour de la table pour réfléchir à un processus participatif, mais au contraire, de voir les réalisations. Et là, en fait, on est à un point tournant dans ce projet. Il y a eu une première réalisation l'année dernière sous la COVID. Le contexte actuel est très difficile pour travailler la mobilisation citoyenne, créer des rassemblements. Donc, en ce moment, c'est impossible, mais on prévoit en fait là, des parcours réels là, qui vont dans le concret. Je pense que ça va changer la dynamique de participation à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Merci Isabelle. Donc, je fais une dernière tentative avec Siam. Est-ce que vous pouvez nous poser votre question? Je sais qu'il y avait un problème de micro. Bon, décidément, ça ne fonctionne pas. Alors, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait soit poser une dernière question ou encore faire une... Oui, Linda, allez-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour Sonia, Mathilde et Isabelle pour les belles présentations et pour tous les autres aussi pour ce débat très intéressant. Ma question est plus au niveau de l'approche en fait des chercheuses. Donc, sachant que l'injustice épistémique survient quand les concepts, les catégories grâce auxquelles des groupes justement ou des communautés se comprennent eux-mêmes et comprennent l'univers sont remplacés en fait par les concepts, les catégories dominantes des groupes dominants. Est-ce qu'il y a un travail en amont qui est fait justement pour amener les protagonistes à valoriser leur savoir, à les considérer un peu comme valides pour être partagés, échangés, comme faisant partie du projet ou de la consultation? Et est-ce que c'est votre travail en tant que chercheuse, où ça se fait au départ par les projets ou par les mouvements sociaux, les organisations sur place, en fait? Merci, Linda. Merci beaucoup. Alors, Isabelle, Sonia, Mathilde, est-ce que... Oui, Isabelle? Oui, bon, moi, ça fait 7 ans que je travaille à Montréal-Nord à Parole d'Exclus, donc ça ne se passe pas de la même façon dans tous les projets. Et je dirais le projet qu'on a présenté aujourd'hui, c'est quand même un projet qui, au départ, était... en fait, il y avait cette volonté de réaménager le nord-est de l'arrondissement. Après, ils ont décidé d'en faire un processus participatif en incluant les acteurs communautaires et, disons, dans un deuxième temps, un peu d'intégrer les citoyens. Donc, ça n'a pas pris cette architecture-là, mais c'est clair que dans d'autres projets, par exemple, en fait, quand Parole d'Exclus est arrivé dans ce quartier-là en 2013, la première chose qu'on a fait, on ne savait même pas sur quoi on allait travailler. Donc, nous, on a fait une étude ethnographique pour vraiment aller chercher les perspectives des gens qui habitent le quartier pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de changer. Et là, on a fait vraiment un travail vraiment de fond avec eux, ou même comment on nomme les défis. Je veux dire, ça a été tout travaillé vraiment jusqu'au vocabulaire avec les citoyens. Donc là, c'est sûr que c'est une approche qui est vraiment partie du bas. Une fois qu'on a identifié les priorités d'action, on travaille avec les citoyens, les projets, donc c'est sûr que c'est une logique très différente de celle du plan d'aménagement. Donc, ça, disons, on se rejoint un peu au milieu, puis ces résultats d'études, cette approche-là était aussi fortement en fait intégrée et considérée dans le plan d'aménagement. Donc, ça dépend des projets, puis on ne peut pas aller jusqu'au bout à chaque fois en fait.
Merci. Écoutez, c'est le moment de clore cette stimulante rencontre. Alors, je voudrais remercier Isabelle, Mathilde et Sonia. Je vous remercie tous et toutes qui ont participé à cette rencontre.